Catégorie M santé professionnelle, il y avait toujours beaucoup de dossiers dans cette catégorie-là. C'est pour ça qu'elle a été scindée cette année en deux catégories, une catégorie M santé professionnelle et tout à l'heure une catégorie M santé grand public. Et la première personne à parler, c'est Jérôme Leleu. Il est président d'Interaction Healthcare, donc la société Sim4Health qui est présente à Paris et à Bordeaux. Il va nous parler du projet MediActive. Donc 5 minutes pour exposer votre projet, suivi de 5 minutes de questions de la part du jury qui est présent. Pierre Pinzelli qui est directeur du centre hospitalier de Castres, Marc Labrunet qui est médecin au CHU de Toulouse et Lionel Levasseur de chez Orange, parrain de cette catégorie. On vous laisse présenter votre projet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jérôme Leleu, je dirige Interaction Healthcare. On est une société qui est dans le développement de la e-santé. On conçoit et on imagine des applications numériques pour les patients et pour les professionnels de santé. Et puis je m'occupe stratégiquement du développement de Sim4Health, qui est notre département spécialisé dans la simulation numérique en santé. Et donc, je vais vous présenter le projet MediActive. Alors, peut-être avant de parler du concept de MediActive, vous expliquer un peu le champ d'intervention de la simulation numérique. La simulation, aujourd'hui, c'est une démarche qui est assez large dans la formation en santé. Il y a les simulations sur mannequins, il y a des simulations également avec ce qu'on appelle les patients standardisés. On va avoir des jeux d'acteurs. Eh bien, MediActive se situe dans la partie que vous voyez électronique, autour donc, de la simulation, de la réalité virtuelle, des jeux sérieux. Et l'objectif, c'est de pouvoir partager des simulateurs numériques, qu'on va décrire dans quelques secondes, entre différents acteurs de santé, des centres de simulation, des facultés, avec un principe éthique qui est essentiel. La simulation numérique, c'est avant tout jamais la première fois sur le patient. C'est une recommandation qui a été portée par la Haute Autorité de Santé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et qui aussi s'inscrit dans ce qu'on appelle la digitalisation de la formation. C'est valable dans tous les domaines d'activité et la santé également bénéficie du numérique. Et puis également, on s'inscrit dans le développement des succès des modèles collaboratifs qu'on peut voir également dans d'autres domaines. Donc, quand on parle de simulation, pour que ce soit le plus concret possible, aujourd'hui, il y a 3 types de simulateurs qu'on va pouvoir voir sur MediActive, des simulateurs de 3D temps réel, notamment pour tous les gestes procéduraux, notamment on va le voir sur les soins infirmiers, mais également des consultations de cas cliniques virtuels, donc pour permettre aux étudiants et aux professionnels de santé d'avoir un raisonnement clinique par rapport à une situation, et puis également le développement de la réalité virtuelle qui est assez importante. Donc, pour que ce soit le plus concret possible, on vous a mis une petite vidéo et qui montre notamment un exemple alors ça a été un peu trop vite. Voilà l'exemple de simulateur. Donc c'est un simulateur qui a été développé pour notamment le Kremlin-Bicêtre, donc pour le centre de simulation, et qui a pour objectif d'aider des étudiants à prendre en charge une patiente qui a été atteinte d'une prothèse de hanche. À partir de là, on va pouvoir prendre en charge la patiente. Donc vous imaginez être devant votre ordinateur ou devant une tablette, et donc de pouvoir accéder à ce cas clinique. Vous avez l'objectif pédagogique qui vous est présenté, et comme tous les jeux sérieux et la simulation, vous êtes plongé dans un univers immersif où vous êtes acteur. Et ça, c'est une des principes fondamentaux de la simulation, c'est que vous pouvez bien sûr prendre l'action. C'est à vous de contacter directement la patiente, de pouvoir lui poser les questions que vous souhaitez, faire également les aspects procéduraux que j'évoquais tout à l'heure. Également vérifier bien sûr les aspects matériels, médicaux, mais également aussi la simulation, c'est de permettre un meilleur échange entre les différentes personnes. Donc aujourd'hui, cette simulation va être distribuée sur MediActive et qui est un des exemples concrets de notre distribution. Alors, en quoi, après vous avoir présenté la simulation numérique, je voulais vous présenter bien sûr le principe de MediActive. Alors si on peut juste baisser un petit peu le son de la vidéo. La formation, vous la connaissez mieux que moi. La formation bien sûr initiale, théorique, également chez le médecin. Et bien le but de MediActive, toutes ces formations, sur tous ces simulateurs que j'ai pu vous montrer, le but c'est de les partager auprès de l'ensemble des facultés, l'ensemble des organismes de formation dans la santé, pour partager un cas qui va être créé. Je prends l'exemple d'une université qui pourrait être en France, qui va donc créer ce cas clinique sur la sclérose en plaques. Elle va pouvoir le diffuser sur MediActive et le partager avec d'autres
facultés, d'autres établissements qui souhaiteraient donc le mettre en place. En ce moment, on est en train de faire un projet avec le CHU de Bordeaux sur notamment l'insuffisance cardiaque, et donc qui permet à d'autres universités, d'autres facultés, d'autres acteurs de santé qui voudraient consulter ce type d'action. Donc là, vous voyez à l'écran les usages concrets de Médicactive. Je suis une étudiante, j'ai besoin de préparer un cas clinique, je vais pouvoir le faire de chez moi. Mais ça peut être aussi in situ, par exemple dans un centre de formation. Donc l'idée, c'est d'amener le numérique dans le processus, dans le cursus pédagogique. Ce qui est important, c'est que ces cas cliniques sont faits par des professionnels de santé, par des équipes pédagogiques. Donc le côté technologique est intéressant, mais ce qui est essentiel, c'est bien sûr la compétence pédagogique et médicale. Donc voilà, vous voyez les actions concrètes de cette simulation. Et puis l'originalité, elle n'est pas que dans l'aspect technologique, mais aussi dans le modèle. On parle beaucoup d'ubérisation de la santé qui va tout perturber. Nous, on pense que c'est complémentaire, cette technologie, que la simulation numérique va permettre une autre modalité, mais permettre également des échanges et ramener également une approche pédagogique, mais aussi économique, puisque l'ensemble des cas qui sont proposés sur Médicactive, l'auteur du cas va obtenir 70% des revenus faits par Médicactive. Les 30% bien sûr, sont bien sûr réduits auprès de la plateforme pour pouvoir faire fonctionner, gérer cette plateforme. Donc voilà, c'est le principe même de Médicactive, de pouvoir partager des cas cliniques diffusés au plus grand monde et d'avoir d'autres modèles pédagogiques. Voilà, merci. Merci de cette présentation. Question du jury, qui est-ce qui ouvre? Qui est-ce qui ouvre les questions? Allez, Marc Labrunet, médecin au CHU de Toulouse. Alors, merci pour votre présentation, elle était réussie. J'ai été moi-même utilisateur de ce genre de cas clinique, je pense, très récemment dans une soirée avec une approche très intéressante, l'interactivité très intéressante. Donc ça, c'est une vraie qualité de votre projet. Moi, ma question, elle était peut-être ciblée sur la qualité des contenus. Comment pour de la qualité de son contenu. Est-ce qu'il y a des experts qui tournent autour du projet, où on a bien compris qu'il y avait un lien avec la faculté, où là il y a une garantie, on va dire, assez importante, mais on demande évidemment une expertise importante, notamment dans le domaine de la santé. C'est un sujet un peu sensible. Donc là, il est clair, ce qu'on vous a montré, il y a beaucoup d'aspects technologiques, mais avant tout, la création des cas est faite par des experts. Donc quasiment tous les cas que nous avons aujourd'hui sont faits par des PUPH, donc par des équipes qui maîtrisent bien sûr la partie médicale. Nous, on est un facilitateur au niveau de la technologie, ça c'est le premier point. Donc toutes les collaborations que nous avons aujourd'hui sont soit portées par ces équipes, mais également aussi vont pouvoir être, et c'est le cas par exemple avec la Société française de radiologie, on est en train de travailler sur des cas qui sont bien sûr appréciés par les experts. Et puis dans le cas de Passion Genesis, donc ça c'est l'outil auteur qu'on est en train de créer pour permettre de diffuser sur les cas cliniques. Et bien là aussi on s'adresse auprès des experts, les sociétés savantes, pour valider le cas, puisque comme vous l'avez compris, la qualité médicale, la mise à jour des cas pour nous est essentielle, parce que si on va sur Médicactive et qu'on a un contenu qui n'est pas adapté, eh bien c'est un vrai problème. Donc pour nous c'est vraiment le cœur de notre sécurité au niveau de l'application. Pierre Pinzelli ou bien... Oui, vous avez parlé, d'abord merci pour votre exposé, vous avez parlé du revenu et du partage de revenus entre les producteurs de contenu et les médiateurs. Vous pouvez aller un peu plus loin sur le modèle économique? Ces revenus, ils viennent d'où? C'est des abonnements? C'est des... Alors c'est vrai qu'en 5 minutes, on ne peut pas tout développer au niveau d'un modèle économique. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, notamment par exemple dans les soins infirmiers, on a énormément de demandes en nous disant on souhaiterait par exemple sur l'hygiène, sur même des procédures au niveau de la manutention, de pouvoir utiliser la simulation numérique. Mais un cas peut coûter quelques dizaines de milliers d'euros, et nous en tant qu'établissement, un IFSI, on n'est pas capable de le faire. Par contre, cette technologie, on souhaiterait y accéder. Et donc notre valeur, c'est de se dire que il serait dommage que cette technologie ne soit pas répartie auprès de tous. Et donc, lorsqu'un cours est fait par un IFSI, parce qu'il a obtenu un financement initial, eh bien, ça va permettre à d'autres IFSI, donc par exemple, si on fait un financement de 50 000 € à l'origine, de le revendre à d'autres cas, à d'autres IFSI, qui vont l'obtenir pour quelques centaines d'euros. Et donc, à chaque fois que cette nouvelle IFSI va acheter quelques centaines d'euros, eh bien cette répartition de 70% va aller au créateur du cas. Donc ça, c'est, je dirais, pour ceux qui créent ex nihilo un cas avec notre société. Et puis on a cet outil auteur que je vous évoquais tout à l'heure, Passion Genesis, qui va permettre de créer gratuitement et d'avoir aussi là un retour financier pertinent. Donc, Pierre Pinzelli, hôpital de Castres. Alors, je voudrais, bonjour monsieur, merci de votre présentation, revenir sur le modèle économique, parce qu'il y a des choses que j'ai toujours pas perçues. C'est la question que je voulais poser d'ailleurs.
Sur la diffusion grand public, enfin grand public étudiant, on va dire, comment allez-vous faire? C'est-à-dire que c'est la publicité associée qui va permettre de rémunérer le site. Le site sera-t-il sur abonnement, totalement libre, libre au départ et abonnement ensuite? Alors en fait, il y a plusieurs modèles au niveau économique. Vous êtes une université, vous avez souhaité créer un cas, vous le diffusez sur Médicactive, soit vous voulez l'avoir que pour vos étudiants et votre établissement, et là vous payez un abonnement. Et donc là, c'est une répartition aussi de la valeur. Soit au contraire, c'est un achat qui est fait uniquement sur un cas. Donc là, on a par exemple une université au Canada avec laquelle on travaille qui va faire ce cas, et d'autres universités nous ont demandé en fait être intéressées par ce cas. Et donc elles vont pouvoir l'acheter selon le sujet qui les intéresse. Donc à terme, Médicactive, on souhaite toucher l'ensemble des disciplines. Et le peuplement de la plateforme est important, parce qu'on nous dit souvent qu'on est un peu le iTunes de la formation médicale. Il ne faut pas qu'il y ait que 5 albums de musique, il faut qu'il y ait tous les albums, parce que forcément on a cette velléité d'avoir l'ensemble des disciplines. Donc clairement, aujourd'hui, l'abonnement est quelque chose qui est le plus demandé. Voilà. Une dernière question, Pierre Panzelli. Petite question complémentaire. Comment vous faites le lien avec tous les produits de e-learning qui gravitent autour des mêmes thématiques? Alors c'est clair que nous, on est vraiment dans la simulation numérique, donc on n'est pas dans le champ de l'e-learning, c'est complémentaire. Il est clair que le fait d'avoir créé aussi un outil auteur où les étudiants, les équipes pédagogiques peuvent créer leur propre cas eux-mêmes est un élément extrêmement important. Par exemple sur l'examen clinique, c'est ce qu'on fait actuellement avec le CHU d'Angers, et il est clair que voilà, c'est une autre discipline, une autre modalité, et surtout le e-learning est parfois un peu passif. Là on peut être extrêmement acteur avec ce type de simulation. Voilà. Merci Jérôme Leleu de cette présentation Médicactive. On peut l'applaudir. Hein. On peut l'applaudir pour cette présentation devant ce jury, devant les caméras de la télé de la e-santé. Candidat suivant, c'est un Breton qui arrive, un Rennais pour être précis, Camille Demogue. Il est cofondateur de Mappui Labs et venez, je vous en prie, installez-vous, et va nous présenter le projet Mappui. Donc toujours en 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions du jury dans la foulée. C'est à vous. Bonjour à tous, donc je me présente, Camille Demogue, je suis CTO à Mappui Labs, en charge du développement du projet Mappui. Donc je vais commencer par vous introduire l'équipe à l'origine de ce projet-là. Donc on est 2 ingénieurs informatiques, donc Goulven Lorcy et moi-même, en charge du développement, et Antoine Fouéré qui lui est pharmacien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Malo. Et en fait, tout a commencé avec Antoine qui un jour est venu nous voir et nous a dit voilà, quand j'ai des médicaments arrivant à péremption, je ne sais pas trop quoi en faire, j'appelle souvent les hôpitaux autour de chez moi, mais ça me prend du temps et ça ne marche pas forcément. Et j'ai pas d'outils qui me permettent de me faciliter ma vie là-dessus, et c'est énormément consommateur en termes de temps, et est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une solution à ce problème-là? Donc ça, c'est l'idée de base sur laquelle on est parti sur notre projet. Donc je vais vous donner quelques chiffres par rapport à cette problématique. Il y a l'Express qui a estimé en 2013 qu'en France, on avait 50 millions d'euros de pertes chaque année sur les médicaments arrivant à péremption. Il faut savoir que le médicament dans un hôpital, ça représente le second poste de dépense après le personnel. Donc quelques chiffres par exemple, au CHU de Rennes, c'est 80 millions d'euros par an, et à Saint-Malo, c'est 20 millions d'euros. Les médicaments, il y en a certains qui valent très cher, notamment par exemple, on vous a mis un exemple ici, c'est pour l'hépatite B, à 8 500 € le médicament. C'est dommage de perdre ça, sachant qu'on pourrait en faire bénéficier un autre hôpital qui serait dans le besoin, et ça lui éviterait de l'acheter potentiellement. Donc du coup, nous on s'est axé sur une plateforme web pour que ça soit accessible de partout, que ça soit simple d'utilisation, et qui va permettre aux hôpitaux de mettre à disposition les médicaments qui arrivent à péremption dans leur hôpital. Comme ça va alerter les hôpitaux qui sont aux alentours, et certains peuvent décider de reprendre ces médicaments parce qu'ils en ont besoin et qu'ils ne les ont pas forcément en stock. On a aussi la gestion des pré-emprunts de médicaments ou de DM, de dispositifs médicaux entre établissements, parce que c'est quelque chose qui se fait, et nous on facilite ce processus-là. Récemment, avec le CHU de Rennes, on travaille aussi sur la sécurisation des échanges des ancillaires, ainsi que la sous-traitance de préparation. Pouvoir passer commande de préparation auprès du CHU de Rennes plus facilement que de passer par le téléphone. Et récemment, avec la nouvelle loi santé, on travaille aussi sur un espace de travail pour tout ce qui est groupements hospitaliers territoriaux,
pour faciliter les échanges et la mise en commun de projets interhôpitaux. Donc nos objectifs pour ce projet-là, c'est de limiter les pertes liées à la péremption de médicaments de 30%. On estime que c'est un chiffre qui est réalisable. C'est la réduction des coûts liés à ces péremptions, c'est-à-dire que ce soit un coût financier ou même un coût en temps. On essaye de faire en sorte que voilà, notre plateforme elle soit rapide d'utilisation et que ça ne prenne pas plus de 30 secondes de contacter un hôpital pour lui dire je peux te donner ce médicament parce que j'en ai pas besoin et qu'il arrive à péremption. On propose aussi la sécurisation des transferts, c'est-à-dire qu'on a tout un suivi de l'étape de la demande de prêt jusqu'à la réception qui est informatisé et sécurisé, où seul vous avez accès. On favorise la communication inter-établissement. On peut avoir les informations de tout le personnel d'un établissement accessible. On peut avoir le contact nécessaire pour telle ou telle étape ou telle demande. Et on permet aussi le transport sur les longues distances. À l'heure actuelle, certains hôpitaux utilisent des navettes pour leur échange de médicaments quand ça ne dépasse pas les 50-100 km. Au-delà, c'est compliqué. Donc du coup, on a fait un partenariat avec Chronopost Santé pour permettre le transport de ces médicaments-là de manière nationale, sous 24 heures. Donc on l'a utilisé récemment entre deux hôpitaux pour à peu près sauvegarder 5 000 € de médicaments avec un transport au national. Aujourd'hui, en France, il y a un peu plus de 2500 PUI, donc pharmacies à usage intérieur. Et on cible que ce soit aussi bien les hôpitaux privés que publics, vraiment tous les hôpitaux. On n'a pas de concurrence directe à ce jour. C'est-à-dire que les seuls concurrents qu'on pourrait avoir, ce sont les éditeurs de gestion de stock, mais ils ne sont pas encore intéressés à ce problème-là. Et l'avantage qu'on a par rapport à eux, c'est qu'on utilise les dernières technologies sur notre plateforme qui rendent la plateforme vraiment accessible, ergonomique et rapide. À moyen terme, on va essayer d'avoir à peu près 15% du marché, donc ça va faire à peu près 380 PUI pour commencer vraiment à bien lancer la plateforme. Et on va aussi améliorer la plateforme en incorporant plus de services, notamment un service de Big Data qui va nous permettre de faire de la prédiction de flux de médicaments pour essayer d'anticiper les ruptures de stock de manière nationale. Pour l'avenir, on essaye d'embaucher. On a une embauche en cours cette année-là et sous 3 ans, on essaie d'embaucher 4 autres personnes. Et on va s'ouvrir aux acteurs plus largement du médicament et ainsi qu'à l'international. On a un partenariat en cours avec le CHU de Montréal. Voilà. Merci Camille Democ pour cette présentation du projet MAPUI. Je me tourne vers le jury, je pense à Pierre Pinzelli. Je me dis, même si on imagine que les médicaments dans l'hôpital de Castres sont extrêmement bien gérés et qu'il n'y a aucun rejet. Comme au CHU de Toulouse, d'ailleurs. Et aussi sur Toulouse. Mais tout de même, on imagine qu'un directeur d'hôpital ne peut pas rester insensible à ces arguments. Oui, l'idée... Bonjour monsieur, merci de votre présentation, effectivement assez intéressante. Beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit. Vous avez rapidement évoqué les groupements hospitaliers territoires. Je pense qu'effectivement, ça sera un support important, puisque dans les textes qui accompagnent les groupements, la PUI n'est pas oubliée. Vous pouvez nous en dire plus par rapport à votre vision des choses, de cette organisation territoriale qui se met en place? Alors, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais de ce que nous, Antoine, a pu nous en dire, c'est que les groupements hospitaliers territoriaux vont permettre de partager certains projets, de faire des projets entre hôpitaux, de faire de la gestion. Alors, il faudra revenir me voir. Pardon ? Il faudra revenir me voir pour en parler. Bien sûr. Mais voilà, en fait, on met en place des outils qui vont permettre de faciliter. Donc, on est encore en phase de développement, en discussion avec du coup Antoine, le CHU de Rennes et tout ça, pour voir effectivement ce que vous avez besoin et ensuite pouvoir les mettre en place. Si Pierre Pinzelli vous invite à aller le voir, allez-y, c'est un hôpital précurseur sur plus d'un domaine. Rapidement, et après je vous donne le micro. Le modèle économique, je pense que vous allez l'aborder, mais vous avez évoqué aussi la possibilité de travailler à distance, sur des longues distances. Et vous avez évoqué le Québec, bon, c'est très bien. Est-ce que vous pensez aux pays émergents, notamment, qui ont besoin de produits pharmaceutiques et là, on pourrait peut-être trouver un modèle qui soit à la fois économique et solidaire? Alors pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on n'exclut pas cette possibilité.
Là, on fait notre développement en France pour tester l'idée. Et on commence actuellement avec Montréal pour voir si le projet est vraiment viable aussi à l'étranger, sachant que ce n'est pas forcément les mêmes problématiques exactement, que les juridictions ne sont pas forcément les mêmes, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler, effectivement. D'abord, merci pour votre exposé. Oui. On a bien compris que vous aviez une optimisation des coûts pour les hôpitaux, mais ça peut être un manque à gagner pour une autre partie de la filière pharmaceutique, je l'entends. Mais vous avez évoqué de redistribuer des médicaments en surplus. Est-ce que vous envisagez un second marché pour les dépositaires de ces médicaments qui en surplus? Alors pas du tout. Alors il faut savoir ce qu'on fait existe déjà de par les hôpitaux, ils le font déjà par téléphone ou par fax. Nous on met juste en place un outil informatique pour le faire. En aucun cas on va toucher à la transaction du médicament en elle-même. On fait juste de la mise en relation entre hôpitaux. Parce que ce médicament a une valeur. Il a encore une valeur tant qu'il n'est pas préempté. Enfin, tant qu'il n'est pas, il a perdu sa validité, sa pérennité. Effectivement, mais ça, on laisse cette gestion, tout ce qui est la gestion monétaire, aux hôpitaux. Nous, on leur facilite juste la tâche à ce niveau-là. Docteur Marc Labrunet. Alors, de votre expérience, vous avez commencé, donc, si j'ai compris, oui. Quels sont les médicaments les plus ciblés, du coup, sur lesquels on a le plus d'impact, on va dire? Alors, ce qui arrive le plus après réemption, quel est le type de médicament qui... Je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne connais pas les médicaments en eux-mêmes. Est-ce que c'est les médicaments les plus chers? Est-ce que c'est les moins chers où il y a plus de stock? C'est pas forcément. On a de tout type de médicaments pour l'instant qui ont été échangés. Pour l'instant, je crois que le médicament le plus cher a atteint les 5 000 euros. Sinon, on atteint des transactions autour de 1 000, 2 000 euros à chaque fois. En moyenne, d'accord. En moyenne, oui. Ok. Une ou deux dernières questions, si vous en avez. Non? Tout est clair, Pierre Pinzelli. Oui, du coup, votre modèle économique, monsieur? Pardon. Alors, notre modèle économique, ça va être sous forme d'abonnement. C'est un abonnement annuel qui permet d'accéder à la plateforme de manière intégrale. Donc après, avec des options en suivant, par exemple, la stérilisation ou les préparations hospitalières. Merci beaucoup de cette présentation, donc de ce projet MAPUI. On peut applaudir Camille Democ qui est venu de Rennes ici pour participer à ces auditions finales à Castres. On continue donc toujours dans cette catégorie M-Santé professionnelle et le troisième candidat nous rejoint, c'est Jean-Vincent Trive de la société Revinax qui est à Montpellier et va nous présenter tout simplement ce projet Revinax. Il arrive avec ses lunettes en réalité virtuelle. Je vais m'anticiper, je vous le fais pour une petite démonstration. Voilà, donnez-le au jury. Comme vous voulez, j'avais prévu un temps à la fin. Ou... Alors attendez, prenez le micro, voilà, qu'on vous entende bien à chaque fois. On vous laisse faire cette présentation. Bonjour à tous et à toutes, je suis Jean-Vincent Trives, président de la SAS Revinax, qui est basée sur Montpellier. Je suis originaire du Tarn, de Lavaur, une ville qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc nous, on travaille sur un projet de réalité virtuelle. Donc, dont l'objectif est de tirer parti de la réalité virtuelle pour mieux soigner. On part en fait d'un constat qui a été un petit peu décrit par Monsieur Leleu, en l'occurrence le constat de l'HAS, avec la doctrine éthique « Jamais la première fois sur le patient », une recommandation de l'HAS qui date de 2010, mais également un constat un peu plus noir, qui sont à son le tableau, c'est les erreurs médicales, souvent liées à des méconnaissances de la part des professionnels de santé, qui représentent 50 000 décès annuels pour la France. C'est la troisième cause de mortalité sur le territoire national. Donc notre objectif est de diminuer ces statistiques-là en améliorant la formation des professionnels de santé, en ramenant une assurance et une certification, que ce soit par les ECTS au niveau européen ou les DPS au niveau français. Alors, comment on met en œuvre ça? À l'aide de la simulation, comme l'a décrit mon confrère Monsieur Leleu. La simulation est déjà utilisée dans le domaine de l'aviation civile et militaire. Elle a fait ses preuves avec ce même credo, jamais la première fois. Pourquoi la simulation? La simulation a une force, c'est l'expérience. Il faut savoir que 90% du matériau pédagogique que l'on retient est retenu à l'aide d'une mise en expérience, d'un jeu de rôle ou d'utilisation d'un simulateur.
Nous, on utilise les plateformes mobiles, les nouvelles technologies qui sont sorties depuis quelques années, en l'occurrence l'année dernière, qui utilisent les smartphones, aussi bien iOS qu'Android. En fait, il s'agit d'immerger l'utilisateur dans un environnement qui a été créé sur mesure. Il a un point de vue subjectif, c'est-à-dire qu'il voit à travers les yeux d'un professionnel de santé pour comprendre les gestes et les procédures, et on y rajoute du contenu pédagogique. Tout ceci dans un smartphone. Alors notre équipe qui a mené à bien ce projet, c'est le docteur Ross, neurochirurgien au CHU de Montpellier, qui est aussi détenteur d'une formation en pédagogie, moi-même qui suis issu du milieu commercial et bancaire, et évidemment deux développeurs informatiques avec chacun leur spécialité, l'un qui est développeur Unity et l'autre qui est développeur 3D. Notre objectif à terme est de créer une plateforme libre d'accès pour tous les professionnels de santé. Pour caricaturer un petit peu et simplifier, c'est du Netflix ou du YouTube accessible aux professionnels de santé pour qu'ils puissent télécharger à la demande sur leur smartphone des formations pédagogiques immersives et aussi la possibilité pour eux d'uploader des formations, parce que les caméras de réalité virtuelle vont se démocratiser, on y travaille aussi dessus. Ils pourront fournir eux-mêmes leur contenu de réalité virtuelle pour l'échanger avec d'autres professionnels de santé, communiquer, partager des techniques et savoir-faire à travers le monde. On travaille déjà avec des institutions privées et publiques. Beaucoup de privés, ce sont ceux qui sont venus vers nous naturellement dans un premier temps pour faire de la pédagogie interne et de la pédagogie externe. Ils se doivent de former les chirurgiens et les professionnels de santé à leurs dispositifs médicaux, mais aussi des plateformes, des institutions publiques comme le CHU de Montpellier, auquel on travaille avec le comité pédagogique, et l'UNESCO pour des actions un peu plus philanthropes, pour justement disséminer des savoir-faire et des savoir-faire techniques à travers le monde à l'aide de nos technologies, vu qu'on utilise la technologie smartphone. Aujourd'hui, où que l'on se trouve sur le globe, on a un téléphone portable qui est potentiellement compatible avec la réalité virtuelle. Alors maintenant, je vais vous inviter tout simplement à essayer cet outil-là. Je vous explique rapidement. Ici, au-dessus, vous avez une molette pour ajuster à votre vue. Donc, vous pouvez quitter vos lunettes. Et sur le côté droit du casque, vous avez un pavé tactile, interactif. Et vous-même, monsieur, vous pouvez suivre ce que eux voient. Vous êtes connecté au téléphone blanc. Donc, vous avez un feedback visuel sur l'utilisation et vous pouvez... On va peut-être en profiter pour ne pas frustrer tout le monde, pour faire venir une caméra jusqu'ici, qu'on puisse voir sur le téléphone de Lionel Vasseur d'Orange un petit peu ce que nos deux jurés voient dans leur réalité, enfin sur leur lunettes de réalité virtuelle. Je me permets. Voilà. Vous avez le pavé tactile qui est là. Voilà. Si vous êtes dans un tourner le téléphone. Degrés. Donc évidemment, c'est pas ergonomique, on n'a pas mis de données complètement derrière vous, mais sur 180 degrés, vous avez des informations. Donc sur 120 degrés devant vous, vous voyez à travers les yeux, on est d'accord, du professionnel de santé qui est en train d'effectuer sa procédure. Si vous levez la tête, vous voyez toute la technique, la procédure, la technique opératoire qui est en l'occurrence ici une dérivation ventriculaire, c'est de la neurochirurgie. Et à gauche, au niveau de votre épaule gauche et au niveau de votre épaule droite, il y a d'autres contenus pédagogiques. En l'occurrence, ça c'est l'imagerie médicale, scanner et reconstruction 3D du patient. Voilà, on voit de manière assez claire sur le téléphone. Et du coup, le public ici aussi à Castres peut en profiter un petit peu. Lionel Vasseur, si vous voulez mettre les lunettes, moi je vous tiens le téléphone pendant ce temps-là. On va pas vous frustrer. Ah, je crois que j'ai fait des bêtises. On va pas vous frustrer non plus. Voilà. C'est impressionnant. Sinon j'ai fini, merci. Ah, juste une petite chose quand même, si on a des projets de recherche et développement, puisque là vous avez vu c'est pas du live, c'est du téléchargé, c'est à la demande. On a pour ambition de faire aussi des événementiels live, où on pourra assister à des opérations commentées en direct. Pour ce faire, il faut qu'on améliore notre dispositif de captation, puisqu'on filme en bloc chirurgical, c'est le chirurgien, le caméraman. Donc il faut que ça soit ergonomique et adapté aux conditions du bloc opératoire. Et évidemment, on ne voit plus les diapositives, mais c'est pas grave, on voit créer une plateforme adaptée à tout ce contenu-là
Donc continuer à faire du contenu et le rendre accessible finalement à tous les professionnels de santé. Voilà, merci. Voilà pour cette présentation. Alors, le jury, à défaut de poser des questions, ils vont peut-être nous donner leurs impressions sur ce qu'ils ont vu. Que ce soit le docteur Marc Labrunet, un praticien tout d'abord. On est assez bluffé par la techno. Bon, jusqu'à présent, vous avez ciblé la chirurgie, c'est ça, déjà des actes très techniques. Est-ce qu'il y a d'autres gammes d'interventions que vous imaginez ? En effet. Au-delà de la chirurgie, qui est un geste, on comprend qu'il faut avoir du détail, être près de l'action, ce qu'on ne peut pas avoir quand on est dans un bloc forcément tout le temps, ou quand on est à plusieurs, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que vous ciblez comme autre intervention ? Alors c'est vrai que de base, on est parti sur la chirurgie. Comme vous avez pu le voir dans l'équipe, on a un neurochirurgien, ce qui nous a permis quand même de comprendre les contraintes lors de la formation, même la formation continue, auxquelles pouvaient être confrontés les internes. C'est-à-dire qu'on est sur le côté, on n'a pas forcément le meilleur angle de vue. Donc c'est vrai que de base on est parti sur les chirurgiens, toutes spécialités confondues, mais on se rapproche aussi des IBOD, donc c'est-à-dire un petit peu le monde du bloc chirurgical, mais finalement on peut se diversifier à tout ce qui est procédural dans le milieu médical. Dès lors qu'il y a une procédure, la réalité virtuelle est bien adaptée. Si vous voulez, c'est pas de la simulation, on n'est pas de la simulation, on est plus dans de la stimulation, c'est-à-dire qu'on va être focalisé sur un contenu pédagogique. On va bien voir, c'est du tutoriel pour vraiment vulgariser, c'est du tutoriel. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 64% des chirurgiens plastiques se forment sur YouTube. On ne peut pas en arriver là, autant construire des plateformes appropriées avec des outils appropriés pour en faire vraiment des tutoriels pertinents et pédagogiques pour les professionnels de santé. Au-delà de l'aspect techno du film finalement que vous faites, comment vous occupez de l'aspect pédagogique justement ? Comment vous... Alors on se rapproche... Jusqu'à présent, c'est nous qui faisions les contenus pédagogiques, mais si vous voulez, on a créé une architecture où c'est finalement adaptable et adapté à toute forme de contenu pédagogique. C'est-à-dire qu'on peut se rapprocher, si on rentre en contact avec un centre de simulation qui veut qu'on forme les étudiants à des procédures d'utilisation de tel ou tel simulateur, on va rentrer avec leur équipe de designers pédagogiques pour être pertinent. Nous, on a de l'expertise médicale, on a de l'expertise pédagogique, mais lié à la réalité virtuelle. Si vous voulez, c'est un partenariat toujours assez fort qu'il faut créer pour vraiment avoir une plus-value pédagogique. Voilà. Rapinzelli. Donc, merci de votre présentation. Effectivement, c'est assez étonnant d'être plongé dans cette réalité virtuelle. Deux questions. La première, elle est sur la validation des contenus. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que vous démarrez avec un seul chirurgien, forcément quelqu'un d'extrêmement compétent, dont personne ne remettra en cause les gestes chirurgicaux, mais demain, si votre entreprise, ce qu'on vous souhaite, prospère, comment vous allez faire pour valider les contenus pédagogiques ? D'autant plus que j'ai entendu que vous envisagiez aussi d'avoir une partie plus commerciale, sur des produits. Et donc là, qui dit commercial et enseignement de la santé, une petite zone de turbulence. Ouais, première question. Deuxième question, quel est votre modèle économique ? Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Vraiment, par rapport à l'expertise médicale, on se rapproche, comme je vous le disais, c'est le chirurgien qui est le caméraman. Donc c'est lui qui va finalement faire le script pédagogique de l'expérience. Bon là, c'était le docteur Ross que vous avez vu, qui fait partie de l'équipe. C'est lui qui a fait, entre guillemets, le montage. Il nous a transmis toute la technique opératoire et on a pu faire le montage à partir de ce storyboard finalement. Donc il n'est pas caméraman, il est formateur. Il fait tout, il est à la fois caméraman, formateur, mais de toute façon tous les chirurgiens le sont, formateurs par essence. Donc c'est vrai que dans le cadre de la chirurgie, on se rapproche d'opinion leader en fait, si vous voulez, pour certaines techniques opératoires pour justement amener la légitimité et la crédibilité par rapport à la procédure dans laquelle on va être immergé. Pour répondre sur le business model, oui, en fait, on a deux facettes. Une facette, on va dire, universitaire, et une facette aussi dans le domaine commercial et privé. C'est vrai que notre technologie attire énormément le domaine des industriels du dispositif médical. Ils ont une mission de formation, mais ils ont aussi des missions de communication. Et la réalité virtuelle, en tout cas l'outil qu'on propose, est approprié pour faire un petit peu l'association des deux. Alors, et le business model, alors, pour venir à la question de Pierre Pinzelli. En fait, pour bien faire comprendre qu'il y a deux types de business model. Rapidement, puisqu'on a épuisé le temps. On a un business model au niveau universitaire qui est libre d'accès sur une plateforme et qui va être financé par une partie d'industriels, en fait.
Et la partie industrielle, vous comprenez bien que là, c'est du contrat basique et simple. Mais chaque fois qu'on fait une opération, chaque fois qu'un infirmier, un chirurgien fait une procédure, il utilise un dispositif médical, quoi qu'il arrive. Donc l'idée, en fait, finalement, c'est d'utiliser un petit peu le modèle YouTube. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont utilisés, donc le financement des vidéos viendra du secteur privé pour le secteur public. Il sera employé dans le secteur public. Voilà. Merci de cette présentation. Dernier candidat à passer, on peut l'applaudir pour la catégorie M Santé professionnelle.